Ce soir à l'émission, guerre tarifaire, quels seront les impacts sur le travail des femmes? Ce qu'on demande, c'est de fournir des formations adaptées aux femmes pour qu'elles puissent retrouver le milieu du travail. Et la forêt du Grand Coteau, un trésor à préserver. La Ville de Rosemère a décidé de préserver ces terrains-là de toute construction possible. Donc, c'est à des fins environnementales, des fins écologiques. En entrevue, Serge Gilbert réagit au dernier budget provincial et à l'absence d'argent neuf pour les logements sociaux et communautaires. Des gens vivent actuellement dans leur voiture. On n'est pas encore le 1er juillet. Je m'entretiens également avec Émilie Larin à propos du deuxième volet du BD-reportage Vivre Mirabel qui porte sur les ados. Beaucoup de détresse psychologique, en fait, beaucoup de difficultés à interagir en réel ensemble. Enfin, Éric Huard nous explique la cascade des événements découlant d'un appel au 911. Souvent, les gens ils pensent qu'on n'a pas de trace d'un appel 911, mais on a toujours une trace. Bienvenue à Accès local. Mardi 15 avril 2025, bon début de soirée. C'est Claude Desjardins en compagnie de Clara Matéjonet. Bonsoir Clara. Bonsoir Claude. Les perturbations économiques en provenance des États-Unis touchent beaucoup de monde et le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail s'inquiète de l'employabilité des femmes, particulièrement en région. Oui, Claude, le CIAF, qui est un organisme dont l'objectif est de faciliter l'accessibilité et le maintien des femmes sur le marché du travail. Son administration s'inquiète donc maintenant de la guerre commerciale avec les États-Unis, de l'impact que cela aura sur l'employabilité des femmes spécifiquement. Le gouvernement estime que 100 000 emplois pourraient être perdus à cause des tarifs. Le CIAF, de son côté, ne s'inquiète pas nécessairement que cette suppression de postes touche particulièrement les femmes, puisqu'on peut prévoir que ce sont surtout les emplois du secteur manufacturier qui seront affectés, secteur traditionnellement plus masculin. L'inquiétude de l'organisme repose sur la relance économique prévue par les gouvernements qui sera vraisemblablement axée sur la construction d'infrastructures et la mise en place de chantiers sur notre territoire. La construction, encore une fois, qui est un domaine d'emploi où les hommes prédominent en nombre. Colette Cummings, qui est directrice générale du CIAF, aimerait que les femmes soient prises en compte pour qu'elles contribuent au renouveau économique de la province. On peut l'écouter. Donc, il faudra juste aider les femmes à pouvoir acquérir des connaissances pour pouvoir participer à ces emplois-là. Donc, ce qu'on demande dans cette direction-là, c'est de fournir des formations adaptées aux femmes pour qu'elles puissent retrouver le milieu du travail. Et Clara, les organismes de soutien à la main-d'œuvre féminine connaissent déjà des moments plus difficiles par les temps qui courent. Oui, depuis le mois de janvier, la définition des clientèles prioritaires pour l'accès à l'emploi chez Service Québec ne contient plus la mention de genre. Donc, ça remet en question la viabilité de certains de ces organismes que l'on retrouve un peu partout au Québec. On peut écouter à ce sujet Mme Cummings. Ça veut aussi dire qu'il y a des organismes d'employabilité qui seront restreintes dans leur quota ou dans leur cible et elles perdront du financement. Et ce qui va répercuter au fil des années, c'est une perte de cette connaissance-là et la fermeture des organismes. Et quels sont les obstacles à l'employabilité des femmes qui sont propres aux Basses-Laurentides? Oui, parce que chaque région a ses spécificités. Selon Mme Cummings, sur la Rive-Nord, c'est le problème de la mobilité qui peut s'avérer un frein à l'employabilité. Elle nous parle de la clientèle que les organismes de soutien de la région accompagnent. Les femmes dans les régions sont des femmes qui sont soit hors du milieu du travail ou en réintégration du milieu du travail après un accouchement, après une séparation, quoi que ce soit. Donc, si on ne peut plus utiliser notre spécificité, ces femmes-là ne seront pas bien accompagnées, ne seront pas bien intégrées dans le milieu du travail. Et le Conseil d'intervention pour l'accès des femmes au travail soulève des inquiétudes face à d'autres problèmes. Comme dans plusieurs domaines, la montée en popularité de l'intelligence artificielle amène son lot de préoccupations. Le Conseil s'oppose aussi à la décision du premier ministre Mark Carney de couper des ministères dans cette période de crise, dont celui des femmes et de l'égalité de genre. Dans ce contexte économique, Mme Cummings et son équipe craignent que les droits des femmes soient mal pris en compte. Ils espèrent que le ministère sera de retour après la campagne électorale. Merci Clara, on se revoit plus tard dans l'émission. Il sera question de la forêt du Grand Coteau. À plus tard, Claude.
Le Centre Omega a lancé officiellement son programme En route vers le secondaire le 8 avril dernier. Ce programme offre un accompagnement adapté aux besoins des jeunes qui vivent certaines inquiétudes au moment d'entreprendre la transition scolaire vers le secondaire. Le programme prévoit 24 heures d'ateliers, de même que des activités interactives abordant différents thèmes comme l'organisation scolaire, la motivation, les saines habitudes de vie et les amitiés. L'accompagnement des jeunes de 6e année commence au printemps et se poursuit jusqu'en décembre. Une cérémonie de remise de médaille de la lieutenant-gouverneur a eu lieu le dimanche 1er avril en après-midi à l'école polyvalente Lavigne. Un total de 41 citoyens ont été honorés pour leur contribution à la société québécoise en recevant les médailles offertes dans les catégories jeunesse et aînés. Ces médailles visent à reconnaître l'engagement des Québécois qui ont exercé une influence positive au sein de leur communauté ou de la province. Adopté le 25 mars dernier, le budget du gouvernement Legault ne prévoit aucun argent neuf pour la construction de logements sociaux et communautaires. Quelles en seront les conséquences? J'en discute avec Serge Gilbert, coordonnateur de l'Association de promotion et d'éducation en logement. Monsieur Gilbert, bonsoir. Bonsoir. C'est un refrain archi-connu. La pénurie de logements ne se résorbe pas. Dans les Basses-Laurentides, le taux d'inoccupation est de 1,1 actuellement. Alors, à l'échelle humaine, comment ça se vit, ça, chez nous? Il faudrait plus que 5 minutes pour vous faire un portrait le plus précis, le plus réel de la situation. Oui. Des gens vivent actuellement dans leur voiture. On n'est pas encore le 1er juillet parce que ces gens-là ont été expulsés de leur logement sous des prétextes un petit peu fallacieux. Alors, ça, c'est vous parler d'image humaine de la situation, mais ça, c'en est une. Oui, absolument. Là, le 1er juillet s'en vient, vous venez de le mentionner. Est-ce qu'on a quand même des solutions, des pistes d'action là, qui pourraient s'appliquer pour aider ces gens-là? Le gouvernement a annoncé dans son budget des montants pour des PSL. Alors, les PSL, c'est le programme de supplément au logement qui permet aux gens qui en sont bénéficiaires d'utiliser 25% de leurs revenus pour se loger. Oui. Le gouvernement en a annoncé 1000. Sauf qu'on ne sait pas du tout comment ces 1000 vont descendre dans les communautés, dans les milieux. Oui, le gouvernement a fait un effort de ce côté-là, mais on n'a pas vraiment de notion, on n'a pas vraiment d'informations précises sur la façon dont ces PSL vont arriver dans les milieux. Il y a le prix des loyers qui augmente continuellement. Cette année, le tribunal administratif du logement recommande une hausse de 5,9 %. Vous avez réagi en disant que c'était un coup de tonnerre. Quels sont les effets appréhendés de cette hausse-là? Alors, le premier effet appréhendé de cette hausse, c'est que le tribunal administratif du logement risque d'être engorgé. Oui. Parce que les gens qui reçoivent l'augmentation... En fait, le tribunal établit à 5,9 % la base. Oui, parce que parfois ça double, hein, le prix. La base de l'augmentation. Oui. Ça ne devrait pas doubler, mais c'est juste une base. Sauf que les locataires actuellement n'utilisent pas cette base-là, ils vont sur leurs besoins de profit. Je le dis comme ça. Oui. Ils vont sur leurs besoins de profit pour établir les augmentations. Par exemple, on a des gens qui payent un loyer de 800 $ par mois et qui se retrouvent avec une augmentation de 800, du double. Alors, vous parlez des effets du 5,9 %, ben ça, c'en est un effet. Oui. Deuxième effet du 5,9 %, c'est que la majorité des locataires vulnérables qui vivent de l'aide sociale ou qui vivent du salaire minimum ne sont jamais capables d'absorber ce montant-là. Et le gouvernement sait exactement quoi faire pour réduire actuellement ce pourcentage d'augmentation. Il sait quoi faire? Alors que... Le gouvernement sait quoi faire. Ceux qui en paient le prix, bon, évidemment, ce sont souvent des ménages à faible revenu. Il y a une nouvelle, en tout cas, je ne sais pas si c'est une nouvelle réalité, vous me le direz, mais il y a désormais des gens qui gagnent un salaire décent et qui sont incapables de se payer un logement. C'est ce que je viens de vous dire. Oui. C'est répandu? Des gens qui gagnent un salaire décent. Bon, un salaire au-dessus du salaire minimum. Oui. On peut prendre quelqu'un, soyons honnêtes, à 45 000 $ par année, qui ne sont pas capables de se payer un logement dans les Basses-Laurentides.
Quand vous avez un loyer qui est à 1800, un 3,5 à 1800, un 4,5 à 2100 $, oui. Mais vous savez, ça fait un méchant trou dans le budget. Oui, très bien, je comprends. Le gouvernement a une stratégie en habitation. Le FRAPRU, duquel vous êtes membre, estime que le budget aurait dû comporter des mesures qui auraient permis d'inclure des objectifs chiffrés de logements à construire sur plusieurs années et de prévoir les investissements nécessaires. Ça ne réglerait pas les problèmes actuels, j'imagine, mais qu'est-ce qu'on y gagnerait à long terme? Alors, ça ne réglerait pas les problèmes actuels, mais ce qu'on y gagnerait, par exemple, au niveau des municipalités, s'il y a des projets de développement de logement social, ça permettrait une certaine prévisibilité. Oui. Ce qui n'est pas le cas actuellement. On dit que les municipalités ont la responsabilité du logement social, mais il faudrait que les municipalités soient capables de prévoir à long terme les investissements, de prévoir à long terme comment ils vont aider les projets. Voilà. Alors, ce qu'on ne trouve pas dans le budget. Vous avez absolument raison. 5 minutes, c'est pas beaucoup pour parler d'un sujet comme ça, mais je rappelle en terminant que l'Association de promotion en éducation en logement, votre organisme, tient son assemblée générale ce jeudi, 17 avril, 13h30, c'est en virtuel. Alors, on peut y assister dans le confort de son foyer. De son foyer. On n'a qu'à se rendre sur votre site web et puis on se branche et on participe à la discussion. Serge Gilbert, merci beaucoup d'avoir été là. C'est moi qui vous remercie de nous avoir reçus et de nous avoir donné la possibilité de parler aux gens des Basses-Laurentides. Le gouvernement du Québec, la Ville de Blainville et l'organisme Habitation Rive-Gauche ont officiellement inauguré hier le projet des habitations Rive-Gauche Blainville. Cet immeuble abrite 100 logements sociaux et abordables destinés à des familles, des personnes seules, des jeunes mères vulnérables et des aînés en légère perte d'autonomie. Ce projet représente un investissement de plus de 40 millions de dollars. Les premiers locataires seront accueillis dans quelques jours. L'Association québécoise de récupération des contenants de boissons annonce l'ouverture de nouveaux lieux de retour Consignation Plus au 2801 boulevard des Promenades à Sainte-Marthe-sur-le-Lac. Cette annonce survient dans le cadre de la modernisation et de l'élargissement du système de consigne. Ce lieu de retour dispose de nouveaux équipements pour récupérer de façon rapide et efficace de plus grandes quantités de contenants de boissons consignés. Quand vous acheminez une plainte à un poste de police ou simplement quand vous composez le 911, il y a toute une cascade d'événements qui est lancée. Ça implique toutes sortes d'individus, une quantité d'individus. C'est de ça qu'on va parler avec l'agent préventionniste enquêteur Éric Huard de la Régie de police de Thérèse de Blainville. Bonsoir, Éric. Bonsoir. Alors, je vous propose un petit scénario. Il est 6h30. Monsieur Tremblay vient de s'apercevoir que son auto est disparue. Exactement. Dans le fond, c'est ça que je voulais expliquer. Tous les acteurs qui sont impliqués dans une plainte, souvent, on nous demande le rôle de tous et chacun dans le milieu policier, la différence. Fait que c'est ça que je voulais vous expliquer, le cheminement d'une plainte. Fait qu'imaginons qu'il est 6h30, là, on se réveille le matin, notre voiture est plus là. La première chose souvent que les gens vont faire le 911, vont vouloir rapporter le véhicule volé. Puis, la première étape de toute la chaîne de service, c'est les télécommunicateurs 911 qui vont prendre le relais. Ils vont recueillir les informations avec calme, ils vont essayer de vous orienter au maximum, ils vont poser le maximum de questions, puis ils vont construire ce qu'on appelle la carte d'appel. Souvent, les gens, ils pensent qu'on n'a pas de trace d'un appel 911, mais on a toujours une trace. Il y a automatiquement une carte d'appel qui est faite, qui est numérotée, dans laquelle on va savoir qui a appelé, où habite cette personne-là, puis avec des informations de base. Quand la dernière fois le véhicule a été vu? Est-ce qu'il est muni d'un système d'alarme? Le véhicule, c'est quoi comme véhicule? Fait que le policier va déjà avoir ces informations-là. On parle d'un enregistrement, là, Éric. Oui, même enregistré. Un appel 911 est toujours enregistré pour la ligne, pour la réécoute, que ce soit pour la formation. On nous dit souvent ça, hein? Il est possible que votre appel soit enregistré. Pour le service de police, c'est fait. C'est toujours fait. Exact. Et c'est créé comme un petit rapport là, qu'on peut avoir accès. Fait que, aussitôt que ça c'est fait, il va acheminer la carte d'appel à un patrouilleur qui va se diriger. Les policiers qu'on voit circuler dans les voitures, qui répondent aux appels, il va se diriger à l'adresse. Il va aller rencontrer M. Tremblay, puis on va débuter un premier travail d'enquête. OK? Est-ce qu'on va aller voir la voiture était garée où? Est-ce qu'il y a des traces de vitres sur les lieux? On va prendre la plaque du véhicule, les informations du véhicule. On va poser une série de questions, puis on va prendre la déclaration du propriétaire. Imaginons que la personne, elle rapportait pas vraiment, elle rapporte son véhicule volé, est impliquée dans le vol. On a sa déclaration qui dit ça. Voyez-vous comment ça peut être pertinent? On sait pas sur quoi ça peut débouler. Puis on va surtout inscrire le véhicule
au CRPQ comme volé. Ça veut dire que donc, n'importe quel patrouilleur qui taperait la plaque du véhicule serait informé que le véhicule est inscrit volé dans le système. Le policier, il complète ses rapports, un rapport d'événement, la déclaration, la prise de photos, va monter au maximum ça et va l'envoyer à la fonction que tout le monde aime, c'est-à-dire l'enquêteur. Voilà, là, c'est là qui rentre, qui arrive dans l'histoire. Exactement. L'enquêteur ou le sergent détective. Exact. C'est le même terme. Souvent, c'est qu'on va avoir une différence parce que c'est un grade. L'enquêteur, souvent un grade qui peut donner des ordres ou des demandes ou des orientations aux patrouilleurs. Donc, le sergent détective, lui, va prendre connaissance du rapport. Il va lire tout ce qui a été fait, tout ce qui a été vu, puis il va aller creuser au maximum. Est-ce que dans les environs, il pourrait avoir des caméras? Est-ce qu'on a des preuves scientifiques à récolter? Un mégot de cigarette, une preuve d'ADN? Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre à rencontrer? Fait que l'enquêteur va faire ce bout-là. Il va aller chercher un maximum d'éléments pertinents. Puis, lui, son objectif, c'est quoi? Bien, c'est de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de retrouver le véhicule et surtout de mettre la main sur le ou les voleurs. Fait qu'il va utiliser toutes les différentes techniques d'enquête. Puis, pour résumer ça, il va retourner chaque pierre pour trouver qui a commis le crime. Puis, lui, il va travailler de concert avec les agents de renseignement, parce qu'on a une unité de ça à la Régie de police terrestre de Blainville, pour essayer de dire, y a-t-il une tendance en lien avec cette criminalité-là? Est-ce qu'on peut voir des informations entrecoupées? Y a-t-il d'autres modus operandi semblables qui ont été utilisés? Et à la lumière de ça, ben, s'il y a un suspect qui est identifié, ben là, on va procéder à son arrestation, puis on va se rendre jusqu'à l'interrogatoire pour obtenir soit des aveux et la version de l'individu qui pourrait, exemple, dire, ben, j'étais pas dans le secteur, j'étais pas là. Fait que ça peut nous être très utile. Et en cours de route, toutes les infos que vous amassez peuvent aider à la prévention. Exactement. Si on voit, l'exemple, qu'il y a une tendance, beaucoup de véhicules sont volés au même endroit, bien là, on va faire appel aux policiers préventionnistes, aux agents de quartier, aux agents de proximité pour faire des rondes précises, pour essayer de mettre en place une campagne de prévention, pour essayer de faire des choses pour limiter, couper les opportunités au maximum. Fait que ça, c'est le rôle des préventionnistes, c'est le rôle des agents de quartier. Fait que si on découvre, exemple, qu'il y a des vols similaires pour les vols de véhicules, un modèle, un endroit, des heures précises, bien, c'est là que les préventionnistes vont entrer en ligne de compte. Lui, l'enquêteur, après, va monter le dossier qui va l'envoyer au directeur des poursuites criminelles et pénales, c'est-à-dire un procureur que lui va analyser le dossier puis va déterminer s'il est en mesure de déposer des accusations envers les suspects puis les personnes impliquées. C'est donc de dire qu'une simple plainte va impliquer un paquet de spécialités au milieu des policiers. Puis nous, ben ça veut dire que déposer une plainte, ça doit avoir l'air d'un geste administratif, mais on vous tient au courant de toutes les démarches tout au long de l'enquête parce qu'on pense que le lien de confiance, ben c'est la clé. Souvent, la personne qui a été volée peut se rappeler de quelque chose. Fait on vous tient informé. Très, très intéressant, Éric Huard, comme toujours. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. La Corporation de développement communautaire de Mirabel vient de dévoiler la deuxième planche de sa série BD-reportages portant sur les enjeux sociaux communautaires. Les ados sont au cœur de ce deuxième volet et pour en parler, je reçois Émilie Larin, directrice de l'Intersection des Laurentides, autrefois la Maison des Jeunes de Mirabel. Madame Larin, bonsoir. Bonsoir. C'est une série qui est très bien lancée, surtout très bien faite, une planche par sujet, 10-12 cases, dans lesquelles on arrive à dire beaucoup de choses. En ce qui vous concerne, tout part du constat que les réseaux sociaux sont à l'origine d'une problématique qui affecte la santé mentale des jeunes. Quelle est l'étendue des dégâts? Honnêtement, c'est assez majeur. Je vous dirais que on voit beaucoup de régression aussi dans la façon que les gens ont à interagir ensemble. Chez nos jeunes, on voit beaucoup d'anxiété qui est reliée à ça, beaucoup de détresse psychologique. En fait, beaucoup de difficultés à interagir en réel ensemble. Oui. Dans la maison des jeunes, on le voit principalement. Nos jeunes communiquent principalement entre eux, même s'ils sont assis un à côté de l'autre, via leur cellulaire. Une gang de tout seuls ensemble, comme dirait un personnage dans une pièce de Michel Tremblay. Oui. Il y a une chose, moi, qui m'a frappé, c'est que le fossé n'est plus seulement entre les générations, mais entre les individus eux-mêmes. C'est un peu ce que vous venez d'expliquer. Là. Oui, exactement. En fait, les interactions sont très, très limitées. Et en fait, des enjeux qui se passaient dans la cour d'école, il était une fois, même moi, jeune, c'est un enjeu qui se passait en quelques minutes. Rendu à la maison, c'était réglé. Mais c'est des choses qui s'étirent sur plusieurs semaines, de par les vidéos, les photos, les groupes et tout ça. Donc, c'est vraiment difficile pour eux de s'y retrouver, en fait. OK. Donc, quand on vit une difficulté, on est plongé dedans oui, plus longtemps. Plus longtemps qu'avant. Oui. Vous décrivez l'adolescence comme une tempête, oui. Au cœur de... Puis ça, c'est présenté comme ça dans la BD. Une tempête au cœur de laquelle tout est dramatique. Expliquez-moi comment les réseaux sociaux viennent exacerber la détresse là, que les jeunes vivent, là.
En fait, c'est qu'au préalable, lorsqu'on vivait une situation où on était amoureux de quelqu'un, exemple, c'était en secret, on partageait ça avec nos pères en un à un. Maintenant, à la seconde où est-ce que les réseaux sociaux s'y mettent, on se retrouve avec en fait une galerie pour pouvoir exposer tout ça. Donc, tout est exacerbé, tout est plus intense, et il y a des gens qui sont impliqués dans la situation qui devraient pas l'être habituellement. Donc, on se retrouve à jongler avec des opinions qui, ultimement, on n'a jamais demandé. Vous êtes, très près des jeunes, là, vous travaillez avec eux depuis 15 ans, vous avez dit tout à l'heure. Oui. Qu'est-ce qui doit être fait qu'est-ce qui doit être fait ou qui peut être fait qui permettrait de renverser la vapeur? Honnêtement, beaucoup de prévention. C'est souvent ça. Les gens les ados se retrouvent avec des cellulaires, des réseaux sociaux sans trop même savoir quels sont les impacts, comment les utiliser. Actuellement, on est en campagne de sensibilisation au Équilibre, qui est à la grandeur des Laurentides, et le 12-17 sont au cœur pour le mois d'avril, justement pour ramener un peu le sens à est-ce que tu sais l'impact que ça a, autant pour toi que pour les autres, tout ce que tu postes et la façon que tu interagis. Donc, la prévention, en discuter surtout, et essayer de ramener le pont de communication le plus possible avec nos jeunes quand ils vivent des enjeux en 1 pour 1 ou en réel. Oui. Et pour faire tout ça, de quoi est-ce que vous avez besoin? On a besoin de support, on a besoin que les gens nous entendent, mais on a besoin aussi que les gens comprennent que c'est un réel enjeu, que c'est pas juste parce que c'est l'air du temps. Effectivement, c'est l'air du temps, on doit tous s'adapter, mais honnêtement, comme vous avez dit tantôt, il y a un fossé aussi de génération, c'est de sensibiliser les parents aussi, de dire que c'est pas juste aux jeunes de gérer ça, mais c'est une problématique familiale qu'on doit adresser ensemble. L'utilisation du médium de la BD pour parler d'une problématique comme ça, comment vous avez trouvé ça? Est-ce que vous trouvez que c'est efficace? C'est très efficace, honnêtement. C'est une façon ludique. C'est une initiative, comme l'avait nommé, de la Corporation de développement. C'est ludique. Ça permet d'atteindre tout le monde, en fait. Je pense que c'est un médium qui devient accessible et surtout agréable à pouvoir partager. D'accord. Là, vous avez parlé de la problématique liée aux réseaux sociaux. J'imagine que vous auriez pu parler de plein d'autres problématiques. Pourquoi avoir choisi celle-là de façon plus spécifique? Parce que, honnêtement, c'est les enjeux qu'on voit le plus. Dans notre organisme, on est déployé dans plusieurs milieux, autant milieu scolaire qu'à la maison des jeunes. Et honnêtement, c'est souvent ce qui relève le plus. C'est que ça vient concomitant, ça l'exacerbe toute autre problématique. Ouais. Donc, c'est vraiment, ça devient une galerie épouvantable. C'est un peu le sujet, le problème de l'heure. En terminant, je signale que ce BD reportage est accessible sur les pages Facebook de la Corporation de développement communautaire, sur la vôtre aussi. Également. Émilie Larin, directrice de Intersection des Laurentides, il va falloir s'habituer à dire ce nom-là. Absolument. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci à vous. On est de retour avec Clara Maté-Jonet. La ville de Rosemère en a terminé là, avec l'achat des terrains qu'elle souhaitait acquérir sur le site de la forêt du Grand Coteau, toujours dans l'optique de protéger ce milieu naturel. Alors, quelle est la dimension de cet espace qu'on veut protéger? C'est un corridor forestier, la forêt du Grand Coteau, qui s'étend de l'Assomption jusqu'à Mirabel. En tout, ça représente une superficie de presque 68 000 hectares, qui sont donc répartis sur le territoire de plusieurs municipalités. La ville de Rosemère, pour sa part, a acheté cet hiver les derniers terrains complétant ses acquisitions de la forêt sur son territoire, avec la participation financière du gouvernement du Québec et de la communauté métropolitaine de Montréal. Je suis allée m'entretenir avec Éric Vestram, qui est maire de Rosemère, dans la forêt du Grand Coteau, pour discuter de ce que cette protection représente pour l'espace naturel. Je vous présente ça dans notre reportage de ce soir. En fait, c'est une forêt qui, déjà, depuis un certain temps, avait attiré certains intérêts de la part de la ville. Déjà, des administrations précédentes avaient eu un œil dessus. Mais la ville de Rosemère, sous mon administration, a finalement décidé de changer le zonage et de permettre, évidemment, à ce que ce terrain-là, tous ces lots-là, en fait, qui font partie de la forêt du Grand Coteau, soient préservés de tout développement possible. Il y a eu plusieurs acquisitions parce qu'il y a plusieurs lots. Il reste encore un tout petit lot qui appartient à un intérêt privé, mais tout le restant, à différentes étapes, ont été acquises par la ville de Rosemère. La ville de Rosemère a décidé de préserver ces terrains-là de toute construction possible. Donc, c'est à des fins environnementales, des fins écologiques. Et évidemment, il y a une partie qui appartient déjà à Conservation Canada, qui est un organisme, lui, qui déjà, par sa définition même, fait qu'on peut absolument rien faire. Mais le zonage a été changé. Rappelons-nous que le zonage, à l'époque, était zoné blanc. Il aurait pu y avoir de la construction de cette forêt-là. Et on a réussi à convaincre qui de droit de changer le zonage et arriver au résultat qu'on a aujourd'hui. On trouve de la faune, on trouve de la flore, on retrouve un paquet d'animaux. En termes de flore, on a l'érable à sucre, on a le bouleau jaune, le chêne rouge.
On a des arbres également qui ont une vie déjà de plus de 200 ans. Du côté des mammifères communs, on a l'écureuil roux, l'écureuil gris, le tamias rayé, le renard roux, en plus du coyote également qui est présent sur ces terrains-là. Différentes espèces de chauves-souris. Il y a un inventaire qui a confirmé la présence de 5 espèces, donc 3 susceptibles d'être désignées comme menacées ou vulnérables. Et on trouve également des amphibiens, des reptiles dont la couleuvre brune, la couleuvre rayée, ainsi que d'autres espèces à statut qui ont été observées évidemment par la ville. Alors ces espèces jouent un rôle essentiel dans l'équilibre écologique en régulant les populations de rongeurs et d'insectes. On veut aménager le terrain rosemerois en sentier éco-responsable. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est par exemple, le vélo de montagne ne pourrait pas être autorisé parce que ça finirait à la force à détruire certains espaces naturels. Donc, arriver à un point où les citoyens pourraient en bénéficier en gardant évidemment le côté naturel. Je dirais que c'est déjà un sentier qui existe parce que les gens, au cours des années, à force de marcher, ont créé le propre sentier. Et l'entrée du sentier là, se fait vraiment sur le bord de l'autoroute 640. Mais dans les réunions qui vont suivre, on va trouver une façon d'arriver à une réglementation pour permettre certaines activités, en interdire d'autres, évidemment pour préserver l'aspect naturel du territoire. Voilà, Claude, ces efforts de préservation font partie du projet de la Trame verte, une initiative de la communauté métropolitaine de Montréal pour financer des projets visant à préserver les milieux naturels, offrir des espaces verts aux citoyens et renforcer la résilience des territoires face au changement climatique. Le corridor forestier du Grand Coteau représente 25% des boisés de la CMM. Pour le moment, à Rosemère, il n'y a pas de sentier balisé pour les citoyens dans la forêt, contrairement à Lorraine, par exemple, mais l'administration de la ville travaille là-dessus. Merci, Clara. On se revoit demain. À demain, Claude. Ben voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été là. L'émission Nos artisans suit à l'instant. Je vous invite également à consulter l'ensemble de la programmation au tvbl.ca. Au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une excellente soirée à notre antenne.